Madame la Présidente, Messieurs les jurés, permettez que je vous dise l'honneur que j'ai et le bonheur que j'éprouve à être avec vous cet après-midi. Alors que les temps sont troubles, voire un peu grisâtres, vous avez bien voulu nous accorder de votre temps, ce qui mérite l'expression d'une infime gratitude. À mon contradicteur, je voudrais vous souhaiter bonne chance. J'espère que ce sera un duel à armes courtoises. Il n'y aura pas de sang versé, mais que vous permettrez à mesdames, à messieurs, de passer une après-midi d'enchantement. Lorsque j'ai reçu mon sujet, réfléchissant à comment l'aborder, j'ai eu l'idée de créer un personnage de fantaisie que j'avais prénommé Léa. Léa devait être la caricature de notre temps, où nous pensons, par un manichéisme singulier, que le bien est situé rive gauche et le mal rive droite. Lequel manichéisme, Madame la Présidente, Messieurs les jurés, me semble être la raison pour laquelle nous sommes sourds à l'autre, estimant quelque peu que ses opinions n'ont pas grande importance, puisque seules nos intuitions, seules nos convictions comptent. Et puis, sur le chemin, j'ai été saisi d'un vertige. Il m'est venu en pensant à cette maxime singulière d'Épicharme que Mérimée, sans doute que vous connaissez, avait fait graver sur une bague afin qu'elle fût sous ses yeux. Souviens-toi de te méfier. Je me suis demandé alors qu'est-ce que cette maxime voulait signifier. Pourquoi maintenant, alors que je musardais, confiant que j'avais mon exorde, Léa, caricature singulière, vous aurait plu, Madame la Présidente, Messieurs les jurés. Et me posant ces quelques interrogations, je suis allé faire un tour à la bibliothèque, histoire de voir ce qu'il en est. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des dons. Alors, je me suis engagé à prendre 2 livres. Ouvrant le premier, je lus ce propos de Jean d'Ormesson. Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier. Et même de l'évidence. Elle passe son temps à changer. Ne mettez pas haut, trop haut, ni les hommes, ni les choses. Ne les mettez pas trop bas. Non, ne les mettez pas trop bas. Renoncez à la haine. Elle fait plus de mal à ceux qui le prouvent qu'en ceux qui en sont l'objet. Et je me suis dit, pourquoi Jean d'Ormesson à cet instant? Alors, puisant dans ma mémoire, le souvenir m'est venu qu'aujourd'hui, à l'Académie, aura lieu l'élection qui désignera celui qui succédera à son fauteuil, le numéro 12. Alors, pourquoi cet intellectuel français particulier que je n'ai pas connu, pas personnellement, mais que j'ai lu et que je lis fréquemment? Pourquoi je vous l'énonce ici? Parce que je voudrais placer mon intervention sous la coupole annonçant à Léa. Je me suis dit que nous pourrions aller de ces 2 citations et que nous pourrons commencer une réflexion. Voyons ensemble s'il faut douter de tout
ou au contraire s'il ne faut douter de rien. Je dois vous dire que l'on doit douter, et que l'on doit douter de tout. Alors, analysant mon sujet, je me dis, nous pourrions le diviser en deux temps. Le premier, doit-on douter? Et dans le prolongement, doit-on douter de tout? Alors, étudiant en droit, étant frappé par la grâce, par votre grâce, Madame la Présidente, je me suis dit qu'il fallait nécessairement que l'on ait la rigueur de tenter des définitions. Doit-on douter? Doit-on? Devoir. Le devoir, si je puise dans ma mémoire, nous renvoie à ce qu'en droit nous appelions, il y a longtemps, une obligation naturelle, avant que nous ayons l'obligation civile ou l'obligation légale, et que par un processus de novation, l'obligation naturelle pourrait devenir une obligation légale. Mais passons, je ne vous apprendrai pas ces choses assez, somme toute, élémentaires que vous connaissez déjà. Le doute est un questionnement, une interrogation, un examen critique. Douter, c'est analyser. Douter, c'est réfléchir. Alors, est-ce que l'examen critique est une obligation? Manifestement, oui. Elle nous vient et quel type d'obligation est-ce? Une obligation d'abord naturelle. Je m'explique. La nature, ou que vous croyez en Dieu, a bien voulu nous accorder une certaine constitution et cette particularité humaine qu'est le cerveau, siège de la pensée. Et grâce à la neuroscience, nous savons que c'est grâce à elle que nous analysons, que nous recherchons, que nous critiquons, que nous examinons. Non seulement la nature elle-même que nous l'a dotée, ou Dieu, pour ceux qui y croient, et que nous questionnons Dieu lui-même. Et si vous doutez encore que c'est une obligation, souvenez-vous, messieurs, que le soir venu, par temps froid, lors des premiers effleurements des lèvres, ou après cette grande fatigue charnelle, l'être aimé, qui on ne sait pas comment, par quoi, pourquoi, vous demande « m'aimes-tu » Vous y êtes sans doute habitués, messieurs, derrière. Et il est vrai qu'en tant qu'homme, nous bafouons la réponse oui. Et silencieusement, Madame la Présidente, nous nous demandons « mais pourquoi ?» Pourquoi cette question lui est venue? Pourquoi maintenant? N'est-elle pas satisfaite ou était-ce la forme de sa gratitude qu'elle exprimait? Et à part nous-mêmes, cette question nous taraude. Probablement, monsieur, je vous suggère ici un début de réponse, c'est le fait d'hormones. Lesquelles hormones? Que nous devons à la nature. Et dans le prolongement, voilà pourquoi je pourrais vous dire, ou je vous dis, que le doute, l'examen critique, est une obligation naturelle. Alors, devons-nous douter de tout? Qu'est-ce que tout? Le dictionnaire de l'académie que je fréquente assez régulièrement et celui de Littré nous dit que tout est un adjectif, que tout est parfois un adverbe, que tout peut entrer dans la constitution, dans la formation de locution adverbiale. Alors je me suis dit, nous sommes en grammaire, devons-nous douter de tout? Et il m'est venu à l'esprit que nécessairement nous doutons de tout. Que avant d'avancer une construction grammaticale, nous examinons, nous réfléchissons. Est-ce que le tout que nous devons annoncer est celui d'un adverbe parce qu'il est placé devant un adjectif, ainsi que je dirais, Madame la Présidente, vous êtes toute belle et toute intelligente, ou le tout est adjectif, ou il rentre plutôt dans la constitution d'une locution adverbiale. Et donc ces interrogations-là me paraissent l'esquisse ou le début d'un doute. Nous doutons de tout
adjectif, de tout adverbe, de tout entrant dans la constitution d'une locution adverbiale, afin de savoir quelle fonction grammaticale lui accorder et comment construire une phrase correctement. Au début du doute, nous commençons à douter de tout. Mais tout n'est pas seulement question de grammaire. Ce n'est pas que la forme, ce n'est pas que le style. Il y a aussi une question de fond. Quel en est le sens? Tout désigne l'ensemble composé des hommes et ou des choses. Est-ce qu'alors nous devons douter de tout? Ensemble des hommes et ou des choses? Est-ce que nous devons questionner tout ensemble des hommes et ou des choses? Et si nous devons le faire, comment nous y prendre? Est-ce que nous devons douter de l'ensemble des hommes? Je vous l'ai dit, le doute, c'est de l'ordre de la pensée. Est-ce que nous devons interroger l'ensemble des hommes? Mais qu'allons-nous interroger chez eux? Nous interrogerons leurs idées, nous interrogerons leurs pensées, nous interrogerons nos opinions et celles des autres. Pourquoi les interroger? Les interroger pour parvenir à dépasser notre conviction afin d'établir des certitudes. Nous faisons cela avec les autres, nous le faisons à part nous-mêmes pour que les intuitions aléatoires que nous avons, soit que nous les vérifions par cet examen critique et ils deviennent des certitudes, soit que nous constatons leur fausseté, leur inadaptation au temps, et alors nous y renonçons au profit de toute certitude. Ce faisant, nous serions dans ce questionnement-là et l'on doit nécessairement douter de tout parce que sans douter, nous n'établissons pas de connaissances. Sans de doute, pas de science. Sans doute, pas de technique, pas de caméra, pas de micro. Sans doute, monsieur, pas de chaise, pas de veste. Parce qu'il a fallu nécessairement qu'un jour ou l'autre, les hommes s'interrogent sur ce qu'ils pouvaient faire de la nature environnante. Nous avons commencé par en déterminer les lois, par quitter l'héliocentrisme ou le géocentrisme vers l'héliocentrisme, donc de questionner la nature. Est-ce que la Terre est au centre de l'univers ou est-ce que la Terre serait autour de l'univers? Et vous savez, je ne vous apprends rien, que l'humain a commencé par penser que la Terre était au centre de l'univers. Questionnement, nous aboutissions à une conviction, ou nous aboutissons à une connaissance, l'héliocentrisme. Progressivement, nous découvrons les lois de la science. Et nous inventons la médecine, nous concevons le droit, nous questionnons nos rapports, et tout ce qui est, en somme, tout ce que nous appelons science, se résorbe dans l'idée de ce doute-là fondamental. Nous questionnons tout. Je vais me permettre de vous couper. Vous avez largement dépassé votre temps de plaidoirie. Donc ce sera votre dernier. Je vous remercie. J'allais finir en simplement vous disant que nous questionnons essentiellement tout et que oui, douter c'est vivre et que douter ou ne pas douter serait mourir. C'est tout. On vous en prie. Chère présidente, chers membres du jury, chers contradicteurs à qui je souhaite tout autant de chance, cher public virtuel, ce matin j'étais certain que j'allais sortir de mon lit. J'étais certain que j'allais prendre mon petit déjeuner, que j'allais enfiler mes vêtements, encore heureux, et certain que j'allais plaider en faveur du contre à la question « Doit-on douter de tout ?» Question intéressante qui regroupe 3 mots d'une certaine importance. Le mot « doit » du verbe « devoir » signifiant, comme vous avez dit, une obligation, l'obligation de faire quelque chose, être obligé envers autrui. Je n'irai pas sur le terrain du régime des obligations. Le verbe « douter » qui nous vient de l'étymologie dubitar, je n'ai pas de connaissances en latin sur la prononciation, bien sûr, qui veut dire balancer entre deux choses. Balancer entre deux choses, il se définit par un état d'esprit
un état de l'esprit plutôt, qui est incertain de la réalité d'un fait, de la véracité d'une parole, ou alors de la conduite à adopter dans une certaine circonstance. Il est aussi synonyme de méfiance, de soupçon et d'incertitude. Et enfin, le mot tout. Le mot tout qui, dans ce sujet, sera consacré à tous les sujets où le doute pourrait apparaître. Je dirigerai donc ma réponse en deux voies. L'une basée sur le devoir en rapport avec le doute, et la deuxième concernant le mot tout en rapport avec le doute. Premièrement, doit-on douter? Tout simplement. Alors, on a déjà vu la définition de devoir. J'aimerais vous faire part de la définition de pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité, la possibilité, la faculté, parfois, de faire quelque chose. Avoir les moyens matériels ou avoir les moyens physiques de pouvoir faire quelque chose. Et pourquoi je vous définis le mot pouvoir? Je vous définis le mot pouvoir puisque, loin de moi l'idée d'être contre le fait de pouvoir douter. D'ailleurs, on doute à tout instant, je pense. Mais est-ce une obligation de devoir douter? C'est très différent. Socrate, lorsqu'il répond, en répondant, en disant que le doute est la remise en cause d'un savoir définitif, est-ce qu'il parle de l'obligation? Non, il répond à la question: peut-on douter de tout? D'ailleurs, je vous pose la question à vous, peut-on douter de tout? Bien sûr. Si on prend par exemple l'armée. Dans l'armée, on peut douter de tout. Je vais prendre par exemple pour illustrer les poilus dans les tranchées de Verdun en 1916. Ou alors les Russes, entre 1942 et 1943, essayant de reprendre Stalingrad, tombé aux mains des nazis. Ils pouvaient douter lorsque le sifflet qu'ils entendaient indiquer de foncer sur l'ennemi, sur les mitrailleuses, et comme dirait Voltaire, de servir de chair à canon. Je crois que c'est l'épisode 3, le chapitre 3 de Candide ou l'optimisme. Ils pouvaient aussi douter lorsque les balles fusaient et sifflaient à leurs oreilles ou quand les obus tombaient à quelques mètres d'eux, transperçant le corps de leurs frères ou de leurs amis. Ils pouvaient douter, mais est-ce qu'ils devaient douter? Bien sûr que non. D'ailleurs, on sait quel sort était réservé à ceux qui doutaient, à ceux qui reculaient et à ceux qui se rebellaient. Je n'ai pas besoin de parler de la cour martiale ni du peloton d'exécution. Si je devais prendre un autre exemple avec un petit peu plus de gaieté, je vous parlerai de l'actrice Tilda Swinton, qui incarne un personnage dont je ne connais pas le nom. Je sais juste que c'était la professeure de Doctor Strange. Si Tilda Swinton avait douté des paroles de Hulk sur le fait de pouvoir sauver le monde, elle jamais n'aurait donné sa pierre d'infinité. Mais elle devait avoir confiance. Elle devait ne pas douter. Afin de sauver le monde et afin de réanimer aussi l'autre moitié de la population qui avait disparu. Je suis désolé pour le spoil, pour ceux qui n'avaient pas regardé. Et enfin, si je devais vous prendre un autre exemple, l'amour. Est-ce que vous vous imaginez devoir douter de l'amour que quelqu'un vous porte, que votre conjoint ou que votre conjointe vous porte? Sachant que ici, le devoir de douter serait donc une obligation. Il serait donc né avant l'amour. Est-ce que vous vous voyez douter? Je suis sûr que 99% des personnes seraient malheureux s'ils doutaient autant. Je gardais l'autre pourcentage, bien sûr, pour les sadomaso qui aiment se faire souffrir. Mais, comment dire? J'en perds mes mots. Si je devais douter de l'amour que j'ai envers une personne, ça n'aurait aucun sens, à la différence du fait de pouvoir douter. Puisque, dès le départ, je ne peux pas douter. Mon souhait à moi, c'est d'être avec la personne, de finir mes jours avec la personne, comme dans un conte de fées finalement. C'est de la consacrer comme mon âme sœur.
comme celle avec qui je veux partager tous les jours du restant de ma vie. Mais je peux douter. Je peux douter de cet amour, puisque le doute va se déclencher forcément à un fait, à un instant T, pas dès le départ. Alors dans ce cas, peut-on douter? Bien sûr. Doit-on douter? Absolument pas. L'homme a le libre arbitre. Il a le libre arbitre de douter. On ne doit pas, il n'est pas obligé de douter, il n'a pas l'obligation de douter et on ne doit pas l'obliger à douter. Un autre point. Peut-on douter de tout? Donc, c'est le deuxièmement, bien sûr, le tout. Donc, je partirai en disant, en citant, bien sûr, une phrase que vous connaissez sûrement tous. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. De Descartes, bien sûr. Donc, la philosophie du cogito va permettre de contrer le doute méthodique. En disant, puisque j'ai beau douter, j'ai quand même conscience que je doute. Donc cette conscience de douter, c'est une vérité. Alors on ne peut pas douter de tout. Puisque je suis certain que je doute à ce moment précis. D'ailleurs, peut-on douter de tout? Si je dois prendre par exemple certains métiers, encore une fois l'armée, encore une fois, par exemple, si je dois parler d'une cellule spéciale, je dirais le GIGN avec le tiers de confiance par exemple. Est-ce qu'on devrait douter de nos prochains, de nos frères d'armes, qui protègent nos flancs, qui surveillent nos arrières? Rollo, le frère de Ragnar dans la série Viking, avait dit « Si tu doutes de l'efficacité de tes frères à protéger tes flancs et tes arrières, c'est que tu es déjà mort. » Est-ce qu'on devrait douter du coup? Est-ce qu'on devrait douter de nos frères, de l'efficacité de nos frères d'armes? Le tiers de confiance, dans le GIGN, je vous l'explique, c'est un agent qui se place à 15 mètres du deuxième agent, qui va sortir son arme, tirer sur le gilet pare-balles, sur la cible accrochée sur le gilet pare-balles de son collègue. À ce moment-là, je pourrais même revenir sur le premier point. Hein. L'agent en question pourrait douter de l'efficacité, de la précision de son collègue. Mais est-ce qu'il doit douter? Non, puisque le principe, c'est d'avoir confiance. Peut-on douter? Bien sûr. Doit-on douter? Non. Je parle de vérité. Je parle aussi de certitude. Et je vais aussi... je m'en mets les pinceaux. J'aimerais vous faire part d'une autre citation, un adage qui dit que le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Ça rejoindrait un petit peu l'adage qui dit qui ne tente rien n'a rien d'ailleurs. Je parlerai aussi de Francis Bacon qui en 1625 dans ses essais nous dit que qui doute de tout prétend que rien n'est vrai et que tout est faux. Donc on ne peut pas douter de tout. Vous êtes sûr on est sûr maintenant que la Terre est ronde. Vous qui parliez d'espace par exemple tout à l'heure. On est sûr que la Terre est ronde. Est-ce qu'on peut douter de ça? Bien sûr que non. Mais qui doute de tout, comme vous avez dit si bien tout à l'heure, douterait que la Terre est ronde aussi alors, puisqu'on douterait de tout forcément. Et pour reprendre un peu sur l'idée de Descartes, en parlant de Néo dans Matrix, est-ce que lui doute de son existence finalement? Bien sûr que non. Qu'il soit dans un monde parallèle ou autre, il a conscience de parler, il a conscience de penser. Son existence est une vérité, il ne peut pas douter de son existence. Donc on ne peut pas douter de tout. Forcément, il y a bien des choses qui sont certaines. Et on ne doit pas douter d'ailleurs. Je terminerai avec une poésie de Guy de Maupassant en disant que l'avenir souriait dans un songe d'orgueil. La gloire les guidait, étoile éblouissante, et comme une sirène, avec sa voix puissante, l'espérance chantait, embusquée à l'écueil. Mais la vague bientôt croule comme une voûte,
Et devant l'ouragan, chacun fait sans espoir, chacun fuit sans espoir. Car le doute a passé, grand nuage au flanc noir, sur l'astre étincelant qui leur montrait la route. Alors cessez de douter et foncez, car avec le doute, vous reculerez et vous ne tenterez rien. Et on sait tous que qui ne tente rien n'a rien. Alors espérez, croyez, soyez sûrs de vous et éloignez le doute. Je voudrais dire à mon contradicteur qu'en venant ici, je nourrissais l'idée que j'aurais nécessairement affaire à un intellectuel, à un homme doué d'une certaine forme d'intelligence, qui voudrait nous faire passer du devoir douter de tout au pouvoir douter des choses. Vous citiez Voltaire, qui dans Candide narguait un peu Leibniz, en faisant voir à Candide que tout ce qu'il savait de son château n'était pas la réalité du monde, les êtres, les choses. La vie est autrement plus complexe que ce qu'il voyait, qu'il fallait sortir, qu'il fallait visiter, qu'il fallait questionner, qu'il fallait voir autre chose. Et dans votre argumentaire qui est censé nous convaincre de ce que nous ne devons douter de rien, vous nous citez un philosophe qui nous amène ou qui nous dit qu'il faut douter de tout. Ce qui m'a semblé une forme de contradiction, mais il appartient aux jurés de le relever. Et alors vous avez fait dans votre développement quelques confusions. Vous avez confondu le doute avec l'irrésolution, le doute avec, pourquoi pas, l'hésitation, et le doute avec l'indécision. Il m'a semblé qu'être indécis qui manque d'esprit de décision, est irrésolu qui ne sait pas douter ou qui ne sait pas choisir. Le doute ne nous empêche pas de choisir. Le doute nous amène à analyser, à questionner. Et au bout de cet examen, nous jugeons deux choses, nous jugeons des hommes. Au bout de cela, nous choisissons soit l'un, soit l'autre, ou dans une application d'une forme de doute, mais de doute très ancien, de doute pyrrhonien, nous suspendons notre jugement, nous devenons ce qu'on appelle en religion un agnostique. Je ne sais pas si Dieu existe. Je ne sais pas s'il n'existe pas. Le monde m'intrigue. Et nous sommes là. Que faut-il faire, dit Voltaire. Vous savez la métaphore sur l'horloger et l'horloge, je ne vous la citerai pas. Mais c'est un peu cela qu'il faut douter pour aboutir à une certaine conclusion, à la certitude. Vous nous demandiez, mais qui peut douter de l'amour? Mais avant d'aimer une personne, vous vous demandez, ou lorsque vous adressez vos sollicitudes à l'être aimé, elle vous dit, je réfléchirai, je vais prendre du recul, je vais penser. Nous le disons assez fréquemment. En le disant, que sommes-nous en train de faire ou que suggérons-nous? Que nous allons nécessairement douter, que nous allons réfléchir, et qu'au bout de cette réflexion, soit elle vous reviendra, soit elle ira voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors on peut douter d'un amour, ce qui est tout naturel, autant que on peut douter pour s'en convaincre, pour nier. Et vous citiez encore Bacon, je ne souhaiterais pas y revenir parce que le temps probablement nous fait défaut, mais rassurez-vous, l'obligation de douter, n'en doutez pas, est une chose nécessaire et vitale. J'en ai fini. Encore une fois, vous venez de faire la confusion, vous aussi, entre le fait de pouvoir douter et de devoir douter. Vous venez tout juste de dire, il y a 30 secondes, tout juste, on peut douter d'un amour. Est-ce qu'on doit douter d'un amour en principe? C'est la question que je vous pose quand vous vous engagez dans une relation. Quand vous signez votre contrat pour le mariage, par exemple. Est-ce que vous devez douter de la personne avec qui vous êtes? Non, bien sûr que non. Vous pouvez douter. Vous pouvez douter. Plus tard. Avant. Mais en principe, si vous vous engagez dans une relation, vous ne devez pas douter. Ensuite, vous avez parlé de devoir comme obligation naturelle. L'amour, n'est-il pas naturel lui aussi? Vous parlez de Dieu. Vous dites que vous ne savez pas si Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Mais si vous demandiez à un croyant si Dieu existe, que vous répondra-t-il?
que Dieu existe finalement. Certaines personnes, et en allant plus loin d'ailleurs, hein, certaines personnes n'ont pas la capacité de douter. Si je prends les personnes en déficience mentale, hein, par exemple, comme la psychose, qui ne sait pas déjà discerner la réalité de l'illusion, a-t-il le discernement pour douter? Peut-il douter? Doit-il douter? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à douter alors qu'il n'a même pas le discernement finalement? Et j'aimerais vous poser cette question là aussi. Vous êtes ici en train de plaider en faveur de doit-on douter de tout? Mais est-ce que vous doutez à ce moment même de pouvoir convaincre le jury? Vous pouvez douter. Est-ce que vous devez douter? Bien sûr que non. Si moi je suis ici, bien sûr, je suis rentré dans la salle, j'étais stressé. J'ai vu les caméras, j'ai vu le jury. J'étais stressé. Je ne mens pas. Je peux douter de ne pas réussir à convaincre. Mais mon devoir ici, c'est bien de convaincre. Alors je ne dois pas douter. Et je m'arrêterai là.